see the presentation on that panel? Okay. And So nothing. no. You prefer here? That's okay. Okay. Oh, you can. That's good. Okay. So you can need the well. I think I will be doing with the bottom. Bona tarda e benvinguts alla nostra tavola rodona sobre el futuro dels archivos. Buenas tardes, good afternoon. I'm Meg Phillips, ICA's Vice President Program for One More Hour. We're here for our closing panel discussion on archival futures. Before we begin that panel, I want to invite Ancestry CEO Howard Hockhauser up to the podium to make a few remarks. ICA is very grateful for the support of our wonderful sponsors who make the Congress possible for all of us. Please welcome Howard Hockhauser. Thank you, and thank you for all the work putting the conference together, which has been really a wonderful couple of days. Okay, let's begin. I think you may have taken the clicker, or the clicker has disappeared. No? It was here. If we could advance to the next slide and maybe look for the clicker somewhere. So there's a slide that should go with this. No? I think the gentleman that ran up here maybe took the clicker. Here we go. Well, again, thank you. And really, a few remarks. I want to talk about Ancestry for a minute and then talk about how we're using AI, which has been a central theme to the conference. So first, it's been a 13-year partnership together. And truly, on behalf of everybody at Ancestry, our 1,000 employees, our tens of millions of customers, I want to thank everybody here on stage and really all the archivists and others that are associated with the community that have attended this conference for this wonderful partnership that we've had together, and really for what's ahead in the coming, generations. So this is our mission statement. I like to start all of my presentations with this. This is what grounds us, frankly. I've been in Ancestry for 20 years, and this is what gets me energized each and every day to go to work and keeps us passionate about what we do. So I'm just going to hit on a few words here. I'll start with everyone. And so we believe everyone in every country, in every region, has this innate desire to learn who they are and where they came from. And the way we do that is by unlocking all the content that you all have and bringing that to our consumers. And all those records are individual personal stories about all of our ancestors. And then if you move further down the sentence, this is where our sort of missions overlap. Preserve. Our goal is to preserve all of the content that you have that touches those families, and frankly, all of the content that our consumers have that may be an old photo of their grandparent or an ancestor. Preserve that, and then importantly, make it shareable or accessible to everybody. So again, this overlapping mission of preservation and accessibility. So I'm going to give you an example now and talk a bit about how we're using AI. And this is, I'm going to walk you through a few images that frankly AI is allowing us to put on our site. This is a mixture of structured, semi-structured, completely unstructured content that just a few years ago, none of these images, which come from you all in the room, ever would have touched our consumers. And today, we're digitizing 4 million records a year. 4 or 5 years ago, that was only about 1 million records a year. So in 5 years, we've gone from a billion to 5 billion records by leveraging AI and making all this content that you see here searchable and accessible to all of our consumers. And then some founding principles. We don't want to imagine history. It's very important that we let the records speak for themselves.
And so everything we're doing is grounded in truth, grounded in fact, and our motto is truth well told. So I'll just guide you to the bottom left here, authenticity. Our goal is to be true, not synthetic. We're not looking to recreate history, recreate what your ancestor looked like, unless we have the actual firsthand information about your ancestor. We want to showcase the record grounded in fact. The next one is informed, not imagined. So we want to use, again, genuine, authentic records to tell a story about your ancestor. And I'll give you an example of that on this next slide. So this is a document. It's actually my uncle. He served in World War II. My great uncle served in Europe, was wounded in action. This is his firsthand account, his handwriting, of how he was wounded in action. So this was preserved. We digitized this in partnership with an archive, put it on our site. Now it's searchable using AI. And again, to make this in this theme of making it accessible to everyone, I showed this record to my son and to my daughter, and they had zero interest, right? Just looking at this dense record, no interest, they're not going to engage. So our challenge is, how do we get the next generation involved? So the first thing we did was transcribe it. We transcribed it. Now we can do it in English. This is in Spanish, in French, and we could do it in any language. This is live on our site now. You could upload any document and transcribe it, from Arabic to English or Spanish to French, whatever the customer wants to do. And now we want to deliver it in a language, in a mode, in a medium that's relevant to our consumers. So this is a live demo. Let's hope it works. A fragile distance, a letter, a grenade, a life. It's late July 1944, near Saint-Lô, France. The countryside still scarred from weeks of fighting after D-Day. The 8th Infantry Regiment is moving through the hedgerows, narrow lanes hemmed in by high walls of earth and brush. Among them is your great-uncle, Sergeant Max Lichtenthal, 30 years old, from Brooklyn, leading what he calls in his letter home a security patrol. About 400 yards from their own company, his small group runs into an army. So we took this record, and now again, this is live on the site, and anybody could do this. Any consumer could take any record and make something that's meaningful to them. And in the future, this should become a video about my uncle. But again, now I showed the same thing to my kids, and all of a sudden, it's like it's their format. They're engaged, they're listening, and they're sharing it. And the other benefit of AI is we could do this. Una carta, una granada, una vida. Es finales de julio de 1944, cerca de Saint-Lô, Francia. El campo todavía marcado por semanas de combates después del día de... In any language that we want to. La distance fragile, une lettre, une grenade, une vie. Nous sommes à la fin de juillet 1944, près de Saint-Lô, en France, la campagne encore marquée par des semaines de combat après le débarquement. Le 8e régiment d'infanterie avance à travers sur des chemins étroits bordés de hauts talus de terre et de broussailles. So that's just a flavor of what we're doing in Ancestry, a way of bringing AI to life in a way that's meaningful to our consumers. Again, we went from 1 billion records to 4 billion records, and now we're taking those records and making them come to life in an audio story or soon to be video story in any language, in every geography. So with that, really want to close by finishing where I started, which was by saying thank you. And just reminding everybody of this overlapping mission around preservation and our real steadfast commitment to preserving the authenticity of all of the content that you have and making it accessible. We have tens of millions of people that come to our site every month, and our goal is to make this content accessible around the world to every consumer. So with that, I want to thank everybody and hand it back to you. Thank you. Thank you very much, Howard, for your remarks, for your demonstration, and for your ongoing support for ICA.
So I'm going to take 1 minute to get my headset on there. Today's panel highlights the role and experience of archival associations, which often have great insight into the overall state of the archival and information management field in their countries. The theme of our Congress is Knowing Pasts, Creating Futures. And we're wrapping up our Congress by taking a moment all together to talk about the future of archives, the future of archivists, and the future of archival associations. I have 3 distinguished colleagues with me today, and we'll be discussing just a few high-level questions that get at those issues. First, next to me at the table is Cédric Champagne. He's Director of Archives and Information Management Service at the Université du Québec à Montréal in Quebec, Canada. During his career, he's held positions as archivist and information management consultant for Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Agence universitaire de la francophonie, and 3 commissions of inquiry. He's been involved at various levels in the Quebec and Canadian archival communities, notably with the Association des archivistes du Québec, of which he was president. He's been president of the ICA Forum on Professional Associations since 2022. Next at the table is Francesc Jiménez Martin, who is the president of the Professional Association of Archivists and Records Managers of Catalonia. He's been a professional in archives for 20 years, dedicated to the local world and with special attention to information management. He's a university professor and member of several committees and working groups related to archival science. He's committed to the defense and promotion of the archival profession since 2017. He's been part of the board of the association as head of training, and since 2021 as its president. And finally, our final guest is Estelle Aubé-Jogassi, archivist and institutional communicator. She has over 15 years of experience in archival practice, from head of private archives at the National Archives of Gabon to cabinet attaché to the President of Gabon. She regularly collaborates with private service providers in the field of archives and teaches as a temporary lecturer at various university institutes in her country. So join me in welcoming our 3 representatives of professional association life around the world. So I'm going to ask the first very broad question, and this is a multi-part question, and you can start with any part of the question. In your view, in your country, what is the role of archival professional associations in your region? Are they thriving? Are they struggling? And how do you envision their role 25 years from now? C'est effectivement une question très large. Tu demandes dans notre région, pour le bénéfice des gens, le Québec est une province, la seule province francophone au Canada et en fait en Amérique du Nord, ce qui non seulement fait référence peut-être à certaines réalités qu'on voit ici, mais qui, d'un point de vue linguistique, a changé tout l'ensemble de la pratique. Donc, je vais pouvoir m'exprimer plus par rapport à peut-être la région, le Québec et de façon extensive le Canada. Faut se dire qu'une association professionnelle, d'abord et avant tout, ça vit par les membres et pour les membres. Donc, pour moi, à partir du moment où on perd cette question-là de vue, le rôle tombe. Donc, tout d'abord, l'important, c'est de s'investir pour ses membres. Et donc, de s'adapter à l'ensemble de leurs besoins. Pour moi, les associations professionnelles ont un rôle très particulier en ce sens qu'ils font l'interface entre l'univers peut-être de l'enseignement et de la recherche, d'une part, de la pratique professionnelle et ensuite peut-être des politiques publiques. Donc, ils ont un triple rôle qui se rattache à chacun des professionnels. Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils rassemblent l'ensemble des membres vers un peu de sens, un objectif commun
qui est soit la gestion des archives, de l'information, du patrimoine, et qui leur donne beaucoup plus de sens. Et c'est ce qui mène vers cette espèce de réseau collaboratif où on rassemble tous ces points ensemble et être ensemble, c'est être plus fort. Et je pense que c'est le grand rôle des associations qui rassemblent également, parce qu'il y a tout le volet formation continue qui est extrêmement important, parce qu'il y a le volet qu'on a à l'université, mais ensuite il y a le volet de développement continu qu'on va avoir au fil des années, qui est extrêmement important, à la fois pour les membres, mais non seulement pour les membres, pour l'association elle-même, parce qu'il peut y avoir des formations qui sont gratuites, des formations qui sont payantes, et ces formations payantes sont également un moyen pour les associations d'assurer leur subsistance, leur durabilité à travers le monde et le temps. On avait une présentation par le Forum des associations professionnelles il y a quelques jours et on voyait les différents modèles d'affaires des associations et tout ça dans l'objectif premier et persistant de répondre aux besoins des membres. Par rapport aux enjeux, peut-être, des associations professionnelles, c'est sûr qu'on a un tissu associatif qui est très solide au Québec, mais je ne sais pas si c'est seulement au Québec, mais on le voit un peu partout. Il semble y avoir eu un attachement particulier avec une génération qui nous a précédés envers les associations où il y avait un engagement systématique. Dans les associations, les plus jeunes semblent plus rechercher ce qu'il y a dans l'association pour eux, donc sont plus volatiles et peuvent davantage voir quelle est l'offre au sein de ces différentes associations-là. Et puis finalement, pour dans 25 ans, où est-ce qu'on se trouve avec les associations? Moi, je suis un grand optimiste et j'espère que la situation va évoluer à travers le temps. J'aimerais ça qu'ils deviennent des acteurs d'innovation, notamment relativement à la gouvernance de l'information. Je pense que c'est un rôle qui est extrêmement important pour les professionnels d'aujourd'hui dans la longévité, donc dans l'ensemble du cycle de vie, du début de la création jusqu'à la fin, en incluant l'ensemble des acteurs des différents domaines. J'aimerais ça que les associations deviennent des références, conseils pour les différents types de communautés qui ont des besoins, qui n'ont peut-être pas nécessairement de professionnels, mais qui soient des références à cet égard-là. Et qu'ils aient des modèles d'affaires solides. Et j'aimerais également, et c'est un souhait que j'évoque, il y a déjà des collaborations qui se font entre les archives nationales des différents pays et les associations professionnelles. Pour moi, dans 25 ans, les associations professionnelles de leur territoire et les archives nationales vont collaborer systématiquement, main dans la main, dans les différents enjeux, notamment en regard des politiques publiques et de tout ce qui touche les archives, parce qu'ils représentent un ensemble de membres. Et les archives nationales représentent tout le volet qui touche les législations, les archives et tout ça. Et pour moi, c'est extrêmement important que ces deux partenaires-là travaillent ensemble. Thank you, Cedric. Francesc. Hola, bona tarda. Parlaré en català, ja estem preferirem la traducció. Primer, moltes gràcies per poder participar aquí. Com a associacions crec que és d'agrair que ens doni aquest espai també per poder representar el que fem, no? I quin significat té per nosaltres la nostra existència, no? I com deia Cedric, és el nostre centre no són els arxius pròpiament, són els professionals que treballen a l'arxivística, que treballen al món dels arxius, i aquesta ha de ser el cèntric, sempre la centralitat de les nostres actuacions, tant presents com futures. Així ho veiem nosaltres també des de la nostra associació. En aquest sentit, nosaltres, en la pregunta de quin és el paper de les associacions en la nostra regió, cal indicar que a Catalunya nosaltres som l'Associació de Professionals de l'Arxivística de Catalunya, però en el món, en tota la resta de l'Estat hi ha moltes més associacions que al fer-nos aquesta pregunta o pensar en aquestes preguntes també hem volgut fer partíceps a aquestes associacions, de les quals dono agraïment sobretot a CAL i a l'Associació Espanyola de Funció Pública, perquè ens han ajudat a configurar aquest trencaclosques o aquest puzzle de com considerem que ha de ser el que és el futur de la nostra regió. El món associatiu és un món cada vegada més, el món associatiu no, perdó, el món en general és cada vegada un món més individualitzat, és complex, que com deia també s'havia esmentat, no?
el benefici individual es busca sobre el benefici col·lectiu, és una situació que ens estem trobant, no? En general. Per tant, ja generalment associar-se és una voluntat que a vegades costa que es produeixi si no hi ha un retiment, un benefici darrere, no? Això, lògicament, també passa en el món associatiu. Nosaltres aquest any celebrem justament 40 anys que es va constituir l'associació aquí a Catalunya, l'associació catalana, i vèiem que realment el teixit associatiu anava creixent, però ens anàvem envellint, que és un concepte que després també en podem parlar més, no? Portem 40 anys, però els que van formar l'associació fa 40 anys ara se'ns estan jubilant, no? I què passa amb aquesta pujada de la mitjana d'edat, no? És per què no se'ns associaven, per què no s'associen més els joves, que potser és un dels conceptes que hauríem de pensar, no? Per què no arribem a aquests joves? Nosaltres ens ho vam plantejar i en aquest sentit creiem que com que la nostra funció és potenciar la professió i sobretot els professionals, ajudar-los des de fora de les institucions públiques, que al final estan molt més encasillades, molt més tenen més dificultats a fer moviments. Nosaltres des de fora podem donar aquest recolzament i creiem que a més hem d'ajudar aquests professionals que s'estan formant, els joves que surten de la universitat, a creure en què els hi pot aportar una associació com nosaltres. Ja no a nivell individual, sinó a nivell col·lectiu, que crec que el sentiment col·lectiu és complex. Nosaltres en aquest cas el que vam fer és establir que dintre d'un dels màsters dels quals a Catalunya surten més arxivers i arxiveres professionals posteriorment, els hi vam donar 2 anys de gratuïtat de la quota de soci, per exemple, amb la voluntat que després veiessin què es fa des de dintre, perquè a vegades costa acostar-se a què fa una associació, ja estàs pagant la universitat, ja t'estàs normalment amb dificultats i a sobre pagar la quota de l'associació, a vegades nosaltres ens trobem que això és complex, vam dir, doncs fem nosaltres aquest esforç perquè després veguin els beneficis que té formar part d'un col·lectiu, que això costa avui en dia entendre que estem formant part d'un col·lectiu. L'experiència ens ha portat que ja porta uns més de 2 anys fent aquesta pràctica i no se'ns estan desapuntant massivament al cap de 2 anys, sinó que es renoven i paguen la quota de socis, cosa que vol dir que segurament estan contents veuen realment el que fa una associació en aquest sentit. Per tant, tenim un perill que les associacions, el tema associatiu avui en dia està qüestionable, és qüestionable per aquesta individualització de la societat i intentem fer accions que puguin ajudar a entendre la nostra força, perquè la nostra força és el col·lectiu en aquest cas. Sempre diem que l'associació és bona si és un lobby davant d'accions que puguin haver-hi, davant de les institucions, davant d'amenaces externes, davant d'oportunitats. Si som un lobby som més forts. Per això hem augmentat en associats. Nosaltres som Catalunya, que com deia alguns som un país sense estat. Per tant, som més de 900 associats, que per ser Catalunya, que és un territori petit, creiem que estem bastant empoderats per aconseguir anar davant d'aconseguir aquells avenços. Com a associació podem aconseguir aquells avenços pressionant com a lobby a les organitzacions o a les institucions en cas que no hi hagi avançament des de la part interna. Sempre hem d'anar junts en aquest sentit, però aquesta força que ve des de fora per nosaltres és un pes molt important. També és un pes molt important de les associacions portar la innovació als professionals. Nosaltres el que fem és organitzar aquests congressos a nivell nacional o a nivell català, congressos cada 2 anys que aporten la innovació, aporten allò que es fa a nivell pioner arreu del món. Portem ponències internacionals per acostar el que s'està fent a nivell internacional al nostre país, aquell arxiver o arxivera que està en un petit municipi de 10.000 habitants, de 8.000, de 5.000, i que no tindria possibilitat sinó de conèixer què s'està fent en grans organitzacions com ICA, per exemple. Aquesta possibilitat d'acostar el coneixement que potser des de les institucions públiques costa molt més moure's, des de les associacions creiem que ha de ser un paper, i és per nosaltres un paper clau. Igual, com deia el company Cedric, la formació contínua. Nosaltres tenim plans de formació
que creiem que han de continuar sent així, no? Plans de formació que ajuden, sobretot els professionals que ja estan en actiu, ajuden a posar-se a actualitzar aquest coneixement que tenen de la seva matèria. Que aquí nosaltres, totes les associacions, aquí no parlo només de la catalana, fem aquest paper tan important. Per tant, és essencial aquestes parts, i sobretot també una que no em vull deixar, és la defensa professional. Nosaltres no tenim, nosaltres a Catalunya no tenim un sindicat d'arxivers i arxiveres, a Espanya tampoc, i per tant molta de la defensa professional dels drets dels treballadors, arxivers i arxiveres, passen per la defensa que fan les associacions, de sous, de condicions, passen molt per les nostres mans perquè no hi ha un sindicat darrere. Nosaltres fem, encara que no ho siguem, aquestes funcions de defensa professional, tant d'accés a la funció d'arxiu com de condicions que s'hi puguin tenir en aquests arxius. D'aquí 25 anys jo crec que la nostra situació continuarà sent aquesta i molt més empoderada, amb tota la potència que està tenint la transparència i la rendició de comptes i el control de govern, que crec que des de les associacions tenim la llibertat de poder-ho fer sense estar condicionats per la institució on estem. Per tant, la independència que les associacions ofereixen del poder és el que ens empodera, lògicament, i ens dona molta força i molt sentit a associacions que defensen els professionals de l'arxivística sense cap mena de condicionant en aquest sentit. Defensem el paper dels arxivers i arxiveres, defensem la seva formació, defensem que qui faci d'arxiver o arxivera sigui arxiver o arxivera en el sentit que tingui el coneixement, les competències i les capacitats per ser-ho, i aquí hem de continuar tenint aquest paper important. Em sembla que més o menys aquí, cada alguna cosa més, hem resumit una mica el que volíem dir. Gràcies. Thank you, Francesc. Estelle, what is the view from Gabon? Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse d'être là. Je ne parlerai pas seulement au nom du Gabon, parce que je représente également l'ONG Archivistes et Leaders, qui est une ONG, on va dire, panafricaine. À la question qui a été posée par rapport au rôle des associations, au niveau de l'Afrique, on va dire qu'on retrouve plusieurs types d'associations. Il y a vraiment des associations au niveau local qui englobent tous les domaines de la documentation. Donc, au Gabon, par exemple, vous aurez cette association qu'on appelle Association des documentalistes du Gabon, où on retrouve les archivistes, les documentalistes, les bibliothécaires. C'est pareil au Sénégal, comme au Cameroun, où on a ajouté également les muséologues. Et il y a des associations un peu plus spécifiques, mais qui n'englobent que les professionnels des archives. Et bien sûr, il y a l'ONG Archivistes Leaders qui se veut une association assez inclusive, parce que nous, on regroupe vraiment toutes ces associations-là, qu'elles soient locales, qu'elles soient spécifiques. Et le rôle de toutes ces associations, c'est de faire connaître le domaine des archives et valoriser les professionnels. Alors, on défend bien sûr les intérêts des professionnels. On fait de la sensibilisation publique, il y a des plaidoyers qui sont faits, il y a des formations que nous organisons. Et justement, on accompagne également les institutions. Ça peut être des travaux pratiques que nous menons. S'il y a un fonds documentaire qui doit être traité, alors on va s'occuper de ce fonds documentaire. Merci. Est-ce que ces associations sont florissantes? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'elles arrivent quand même, tant bien que mal, à atteindre leurs objectifs en matière de valorisation du domaine et des professionnels. Elles arrivent à organiser des formations, à faire parler d'elles, à rassembler également les professionnels. Donc, on peut dire qu'elles sont florissantes. Mais maintenant, elles sont confrontées quand même à plusieurs défis. Ces défis déjà qui tournent autour de l'adhésion même des professionnels.
malheureusement, chez nous, on attend énormément des associations, mais on oublie que ce qui fait une association, ce sont ses membres. Mais tous les professionnels sont focalisés sur le bureau exécutif qui ne représente qu'à peine peut-être 5 membres. Et on dit, je ne peux adhérer que si je vois les actes que vous avez posés sur le terrain. Mais on pose ces actes avec qui? J'ai juste envie de vous parler d'une petite anecdote. J'ai été présidente de l'association des documentalistes du Gabon. Et puis, il y a eu... le secrétaire général a bien voulu travailler dans de la primature, qui a bien voulu travailler avec nous. On a eu une discussion et la seule question qui m'a été posée, c'est « Vous êtes au nombre de combien? Il y a combien d'adhérents ?» Alors, on n'atteignait même pas 20 adhérents, parce que les associations, malheureusement, fonctionnent avec des sympathisants. Mais les sympathisants, ce ne sont pas des adhérents. Et on a perdu cette collaboration parce qu'elle a estimé qu'on n'était pas assez représentatif. Donc, on a ce souci-là, vraiment ce manque d'adhésion des professionnels qui ne veulent pas collaborer. Il y a le fait, comme l'a signifié l'autre, les associations doivent vivre des adhésions des professionnels, mais puisqu'ils n'adhèrent pas, donc on n'a pas de financement. Nous n'avons pas de ressources, donc il y a ce défi qui se présente à nous. Il y a également, au niveau interne, nous n'avons pas, les associations n'ont pas la possibilité de recruter des personnes, donc on fonctionne avec des bénévoles. Et je dirais, sans risque de me tromper, en Afrique, le bénévolat ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas cette culture-là. Quelqu'un trouve un travail, il s'attend à ce qu'il retire quand même quelque chose de ce travail-là. Alors, ce sont vraiment ces défis-là qui se posent aux associations au niveau de l'Afrique. Et si on peut se projeter pour d'ici 2025, on dira qu'il faut que les associations arrivent vraiment à s'adapter aux innovations et à l'environnement, à leur environnement immédiat. Donc, on doit tout faire pour que les associations deviennent autonomes, qu'elles soient capables de se prendre en charge pour arriver à atteindre les objectifs qu'on a signifiés ici, à savoir faire connaître les métiers les métiers d'archives et les professionnels au niveau de nos États. Voilà. Thank you, Estelle. I have a little bit of an answer to this question as well, based on our experience in the United States. It has turned out to be very important that the professional associations can speak publicly on behalf of the profession and on behalf of the importance of the work that we do in a way that our individual archives cannot. Public archives cannot stand up in public and say why the work we do is so important, although they obviously can do that, but it's harder in the political environment to make a strong case, and they're forbidden from lobbying. So the Society of American Archivists, for example, and the other archives associations in the United States are able to make sort of advocacy and public policy statements in a way that the individual member archives are not able to do. So I think that's a very important additional function for archives associations. So I'm going to move on to our next question, which has to do with archival training and the role of professional associations in providing that training, and about whether young people in your region seem to be very interested in the archives field or not very interested. What is the state of the interest of the youth in archives?
Pour notre part, au Québec, ça fonctionne très bien, la formation en archivistique, autant au terme des associations ou dans les universités. On voit les inscriptions sont en hausse, il y a de plus en plus d'intérêt, tout se passe bien, autant à l'Université Laval qu'à l'Université du Québec à Montréal ou un peu partout, et à l'UQAM. L'enjeu étant peut-être que il y a un certain groupe qui vont être des gens ça va être une deuxième carrière pour eux, surtout pour des courtes formations. Alors, eux recherchent du travail directement, alors que des jeunes qui se présentent, ce qu'on constate, c'est que les jeunes s'intéressent beaucoup aux archives historiques et espèrent beaucoup travailler dans le milieu des archives historiques. Mais les emplois sont moins nombreux dans ce volet-là. Il y a beaucoup de désillusions qui arrivent au cours de leur parcours. Moi-même, on discutait tout à l'heure, on se disait qu'on était tous les deux médiévistes intéressés par la France, donc on se retrouve quelque part. Mais les parcours divergent, on se retrouve à s'intéresser aux archives et finalement la gestion de l'information est arrivée beaucoup plus tard. Petite anecdote, lorsque moi-même j'étais à l'université en train de faire ma maîtrise, il y avait un programme complémentaire qu'on devait prendre. J'avais pris archivistique et à la pause du cours, je me suis sauvé pour me désinscrire en pensant que je ne travaillerais jamais dans ce milieu. Et finalement, j'y suis retourné parce que j'ai eu un emploi étudiant aux Archives nationales. Et c'est drôle, je présidais une session tout à l'heure sur le nouveau bâtiment des Archives nationales. Et je parlais avec l'architecte et je me disais, j'étais arrivé dans un bâtiment extraordinaire. Et ce bâtiment-là avait gagné des prix d'architecture. Et je crois que si ce bâtiment-là n'avait pas eu cette qualité-là, je ne serais pas tombé en amour avec le lieu d'abord, puis avec les archives ensuite, et finalement, j'en aurais fait une profession. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a une certaine désillusion qui peut arriver à travers tout ça, mais il y a un réalignement à travers, mais au niveau de la formation, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Bé, a nivell català, la formació arxivística a nivell català i a nivell espanyol, però sobretot a Catalunya tenim la sort de l'associació, ara fa 25 anys, va aconseguir crear un màster d'arxivística i aquest màster han anat nodrint anteriorment també a través de màsters no oficials, però aquest màster, aquest primer graduat superior en arxivística que es feia com a estudis superiors universitaris i posteriorment, des de fa ja uns anys, com a màster oficial, ha estat el gran nodridor de coneixement arxivístic i del qual surten la majoria d'arxivers i arxiveres, però també d'altres formacions postobligatòries, postgraus, màsters, etc. Ens ajuden a entendre aquest coneixement. Sí que és veritat que això té una dificultat. Nosaltres, ja fa 25 anys, l'associació, es que hi havia l'associació en aquell moment, la primera opció no era crear un màster, era crear un grau universitari. I en aquell moment no es va aconseguir per la situació que hi havia a nivell de graus a nivell europeu. Però això ens ha condicionat. Tenim el coneixement, tenim la sort de tenir una escola arxivística a Catalunya, però l'accés a la funció pública, sobretot en aquest cas respecte a la funció pública, l'accés a aquesta funció pública no requereix, com a mínim a Espanya, tenir un màster. El que requereix és tenir un grau. Això vol dir que ser un arxiver és un mèrit, no un requisit ara mateix a l'estat espanyol. Per tant, si és així, nosaltres això el que fa és que hi hagi processos selectius en els quals acaben ocupant llocs d'arxius persones que no tenen coneixements d'arxivística, perquè el filtre inicial, el requisit inicial és tenir un grau que no tenim d'arxius. Aquesta és una lluita que es va fer fa molts anys, que es va aconseguir resoldre amb el màster, però que, com veieu, no acaba de ser la solució ideal davant d'aquesta situació. I amb això hem treballat molt, estem treballant molt des de l'associació per aconseguir arribar a tenir un grau propi o, per contra, un màster que
es pugui considerar com a requisit també per exercir de la professió, perquè el que sí que tenim clar és que les competències d'un arxiver o arxivera han d'estar vinculades a algun estudi que ens permeti ser requisit d'accés, no que ens després només sigui un mèrit puntuable amb molts menys punts en processos públics, que és el que ens està passant. Això a nivell de formació reglada no continuada, diguéssim. La que és la formació pròpia de la formació continuada, com dèiem, els cursos més curts o de menys durada les assumim també des de l'associació, però també des de la universitat es fan cursos, es fa formació, és molt interessant tots els màsters, postgraus que hi ha en aquest sentit i creiem que així ha de continuar. Al final la nostra professió és molt rica, com podem veure, tractem des de pergamins a dades i datasets, per tant la nostra especialització és una situació que ha de ser així, especialitzar-nos en un dels marcs, perquè no podem abarcar, com tots, no podem ser un metge en medicina general, però tampoc un arxiver general que ho conegui tot és molt difícil, i el nostre camp abarca molt en aquest sentit. Ens condiciona molt, això que deies, ens condiciona molt el fet de l'origen de qui estudia arxivística a Catalunya i en general a Espanya. És a dir, tots, la majoria, jo que he estat professor universitari fins aquest any, sempre preguntava, quan arribaven els alumnes, i per què voleu ser arxivers i arxiveres? I la majoria venien d'història o d'humanitats, sobretot d'història. I clar, tenien la visió d'usuaris d'arxius. Els deia, no és el mateix ser un usuari d'arxiu que ser un arxiver. I això té el bo i el dolent, és a dir, què té de bo? Que un historiador, per exemple, té molt clar la importància del context. I això per la nostra professió és clau, entendre el context de la informació, però té altres mancances, com és, sobretot avui en dia, el menor coneixement tecnològic d'aquest tipus de professions, perquè no estan tan vinculades al coneixement de noves tecnologies que tant ens està afectant ara dia a dia als nostres professionals. Per tant, la formació ha de fer un viratge i per nosaltres estem treballant molt en aquesta idea de l'accés en aquest sentit cap a la funció pública, sobretot, i ha de consolidar un coneixement molt previ i també ha de donar aquest sentit d'intentar completar molts cursos que fem nosaltres, intenten completar aquell coneixement, sobretot tecnològic o noves necessitats que van sorgint i que segurament pel fet de venir d'on venen la majoria d'alumnes dels màsters, que venen de graus vinculats a història, tenen aquestes mancances, que, com he dit, també hi ha virtuts a raó en aquest sentit. Thank you. Estelle. Alors, quel est l'état de la formation archivistique en Afrique? On va dire qu'elle a énormément évolué. C'est beaucoup développé parce qu'à l'époque, on parle de 1967, lorsqu'on crée les BAD, qui était justement l'école où tous les Africains francophones allaient se faire former. Aux années 90, pratiquement dans tous les pays africains, aujourd'hui, on retrouve des établissements, des instituts qui forment dans le domaine des archives. Donc, il existe des programmes, bien sûr, universitaires locaux qui vont de DUT, certains masters, voire même doctorats. Et il y a également les associations qui organisent des formations ponctuelles, les associations et bien sûr les structures de prestation de services qui restent des formations ponctuelles. Et également, dans certains pays, on organise des formations continues. Je prendrai toujours le cas du Gabon où il y a un stage national en technique documentaire, comme ça se fait en France. Donc, c'est chaque année, on essaye de réunir les professionnels pour sorte de formation continue. Mais parfois, on estime quand même que cette formation parfois ne s'adapte pas aux réalités africaines et aux besoins même de nos institutions, parce que parfois on fait du copier-coller de ce qui se fait ailleurs sans regarder les besoins réels de notre environnement. Et aussi, on déplore le fait que les formations soient plus théoriques que pratiques. Or, nous sommes dans un métier assez technique, mais on se limite tellement à la théorie
plus de théorie, les étudiants sortent de là, ils ont plus de théorie, et lorsque vous leur demandez de mettre en pratique ce qu'ils ont appris, mais ils ont du mal. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, un défi auquel on doit trouver des réponses. Et aussi, il y a un déficit de formateurs au niveau de nos pays. Je ne comprends pas trop pourquoi les archivistes ont du mal à s'engager dans l'enseignement. Et c'est dommage. Mais non, est-ce que les jeunes sont plus nombreux? Oui. On a énormément de jeunes aujourd'hui. Il faut dire que il y a plusieurs raisons qui expliquent ce fait. À l'époque, pour être archiviste, il fallait déjà avoir une maîtrise, soit en histoire et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, dès la première année, voilà, vous pouvez, dès la première année universitaire, vous engager dans une formation dans le domaine des archives. Il y a également le fait, nous sommes tous en quête de travail. C'est un domaine en Afrique qui est occupé dans sa grande majorité par des personnes qui ont été formées sur le tas, donc qui ne sont pas diplômés. Et par conséquent, les jeunes estiment qu'en s'engageant dans ce domaine-là, ils trouveront facilement du boulot, mais je vais rejoindre le collègue ici, il y a quand même une désillusion. On ne comprend pas, il y a un besoin réel au niveau de nos administrations. Il y a des jeunes qui sont là, mais on ne les recrute pas. Ça, c'est un fait. Donc, il y a cette désillusion-là. Ils pensent qu'en s'engageant dans la formation au niveau des archives, ils auront facilement le boulot, mais malheureusement, on ne les recrute pas. Et aujourd'hui, on va dire que la formation, le domaine des archives est dans l'ère du temps avec le numérique. Et les jeunes, c'est leur ère aujourd'hui. Donc, étant dans l'ère du numérique, ça attire énormément de jeunes. Ces jeunes-là, ils sont même plus nombreux que des anciens. Et on continue à encourager les jeunes à s'engager vraiment dans cette formation-là. Et peut-être que ça permettrait également de sortir des stéréotypes qui existent au niveau de la conception qu'a le grand public dans le domaine des archives. Thank you, Estelle. That's very insightful and interesting. Again, I'll provide a little report from the United States where a very similar situation exists, where there's a lot of interest in going to, in our case, usually library school and studying archival science. And it is very difficult for all of those people to find permanent jobs. There are a lot of grant-funded short-term jobs, but not everyone is able to find a permanent job after graduation. I think my hair has gotten out of control there. So we have just about 20 minutes left and two big questions. So I would like to ask you a combined question and request kind of a short answer. What are the archivists in your regions most excited about for the future, and what are they most worried about for the future? So they're the things they're excited about and the things that keep them awake at night. Je crois que toutes les possibilités qu'offre maintenant le numérique, je crois que ce qu'ils ont très à la fois épeuré, et on en a parlé beaucoup pendant le congrès, et enthousiaste par rapport à toutes les possibilités de l'intelligence artificielle et au repérage qu'on peut faire maintenant, et l'exploitabilité de nos différentes données, la mise en valeur qu'on peut en faire, mais beaucoup la collaboration interdisciplinaire telle qu'elle n'a jamais été faite par le passé. Les archivistes se sont souvent, j'ai souvent entendu des commentaires plus, comment je pourrais dire,
désabusé sur la place des archivistes, que les gens des services informatiques, des technologies de l'information prenaient toute la place, alors qu'aujourd'hui, il semble y avoir un réel intérêt pour la gouvernance de l'information et les archivistes, gestionnaires de documents, gestionnaires de l'information réussissent à assurer un leadership là-dedans et je pense qu'on peut vraiment avoir un excellent rôle de leader en étant en avant et en s'appropriant cette gouvernance-là. Et peut-être dans les éléments en vrac pour faire vite, qui les préoccupe beaucoup. Il y a notamment l'intelligence artificielle par rapport à tout ce que ça peut avoir d'impact sur l'intégrité, l'authenticité, la fiabilité, l'exploitabilité des archives. Toutes les contraintes budgétaires, parce que c'est formidable le numérique, mais techniquement, pour des services, ce que ça fait, c'est que ça vient ajouter une couche de responsabilité parce que les archives papier doivent être encore gérées. Donc, c'est d'autres responsabilités et le double des équipes. La protection de la vie privée, des renseignements personnels, la multiplication des plateformes numériques, les concentrations des solutions technologiques, je pense à des systèmes de gestion électronique des documents. Donc, tout ça et le cadre législatif qui est parfois vieillissant dans certaines notions. Donc, mais tout ça tout en demeurant extrêmement optimiste par rapport à l'avenir. Bé, en el nostre cas, a Catalunya tenim la sort d'haver acabat un procés participatiu en el món dels arxius, que ha acabat amb un pla d'arxius que feia molts anys que necessitàvem i que finalment hem aconseguit gràcies a la pròpia pressió del col·lectiu arxiver i també de la bona entesa, en aquest cas, amb el govern, que finalment ha tirat endavant un pla d'arxius que acaba el 2030, que sobretot ens ha d'obrir camins, ens ha de donar recursos, perquè per sort té un pla financer associat, que això és bàsic per poder expressar idees, no només idees, sinó idees que puguin ser realitzables. Per tant, és en aquest pla on nosaltres estem, jo crec que el col·lectiu a Catalunya estem més entusiasmats en aquest sentit i expectants a veure com es compleix aquest pla, perquè ens obre possibilitats tant en quin és el posicionament dels arxius en aquest nou món que es comentava de la intel·ligència artificial, en aquest món de la governança de les dades, del govern i de la gestió de les dades, i aquestes línies d'actuació que s'han anat dibuixant, que el govern ha dibuixat en un pla d'acció, és el que també ens dona un full de ruta on nosaltres com a associació puguem anar fiscalitzant i entenent realment si s'estan complint aquestes idees que es recullen del sentiment col·lectiu. Per tant, aquí en aquest cas d'entusiasme estem expectants en això i també, sobretot, en la nova llei d'arxius que ha d'estar a punt de començar i que això donarà sentit al pla. Es pot fer un pla d'arxius amb lleis que no et donen cabuda o es pot fer un pla d'arxius tenint en compte una nova llei d'arxius que justament ha d'ajudar en tot això que comentava el company, el Cèdric, quin és el posicionament dels arxius en aquest món de la governança de la dada i de la intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial que ha de transformar processos i que aquesta transformació de processos arxivístics també ens fa qüestionar i a la vegada és un entusiasme i una preocupació. Pot ser una preocupació real del col·lectiu de què passa amb classificacions automàtiques, què passa amb descripcions que es pugui fer a través d'intel·ligència artificial generativa, quin és el nostre paper davant de tot això. Això són preocupacions normals de tot el col·lectiu, però que alhora ens ajuden a sacsejar-nos. Si no estàs en una situació incòmoda no evoluciones, això ho sabem tots. I si no surts del teu estat de benestar, dius, em quedo aquí, no evoluciono. Això ens ha de permetre evolucionar i ho hem d'afrontar amb totes les garanties. Per tant, ens dona la capacitat o l'oportunitat d'estar present en aquests moments de canvi a aquest nou entorn tecnològic, aquest nou entorn de la intel·ligència artificial i també, com deia abans, aquesta capacitat de poder estar present en el disseny de la informació. Com a arxivers i arxiveres
hem d'aconseguir col·locar-nos dintre del grup interdisciplinar que treballi sobre aquests processos de disseny de la informació, que ara tant les polítiques de transparència com el reglament de protecció de dades a nivell europeu, com tota la normativa vinculada va directament centrada també a la normativa d'intel·ligència artificial, centrada en el disseny d'aquests sistemes. És una oportunitat perquè nosaltres, els professionals, estiguem aquí presents i també alhora, així ho lligo, és un perill d'intrusisme, de que tu puguis sentir intrus en un sector que no pugui semblar que és teu i al revés, que puguis entendre que et poden venir altres professions, com científic de dades, que ens avancin per l'esquerra, ens avancin per la dreta, perdó, i ens aconsegueixin abarcar espais que creiem nosaltres fermament que les de la professió hi han d'estar presents. I tot això ens porta a un altre perill que per nosaltres és bastant important, i amb això acabo, que és el possible perill de decisió de la professió. Aquells professionals que es dediquen a processos més tecnològics, més emergents, de noves tecnologies, de més informació, i altres professionals que es dediquin a un entorn més d'arxiu històric. Nosaltres creiem sempre que això és una unió, no és un trencament. Des de la nostra visió, des d'aquí, des de Catalunya, creiem que això és un continu de processos arxivístics que tant fan en el lloc on estiguis, però lluitem molt perquè no es trenqui aquesta visió de conjunt, aquesta visió de col·lectiu, perquè al final els processos tant són els mateixos per un pergamí com per un dataset en sistemes d'informació actuals. Thank you. That seems exactly right to me, especially the idea that the thing that's most exciting is also the thing that creates the most risk. So I appreciate those comments very much. So Estelle, what about you? What's most exciting? Alors moi, je dirais déjà que l'avenir des archives est entre les mains des archivistes. Si on arrive déjà à prendre conscience de cela, on va dire que l'avenir de l'archivistique sera glorieuse. Les préoccupations des archivistes tournent au niveau vraiment africain. C'est déjà la reconnaissance de ce domaine-là. L'importance des archives pour la bonne gouvernance et bien sûr la constitution de notre patrimoine collectif. Alors, on se pose la question comment impacter notre environnement aujourd'hui, comment inciter nos décideurs à mettre des moyens dans ce domaine-là. Comment faire en sorte que nos institutions, nos services d'archives s'adaptent aux changements qui interviennent aujourd'hui, comment faire en sorte que nos infrastructures soient adéquates pour la préservation de tout ce qui est archives. On ne s'interroge même pas sur les archives audiovisuelles qu'on oublie complètement. Alors, comment l'archiviste africain s'interroge sur comment faire connaître la vraie histoire de l'Afrique, qui est bien sûr enfouie dans nos documents, qui aujourd'hui, pour la grande majorité, est encore en format papier. Donc, on se pose également les questions sur comment nous allons adapter ces nouveaux outils, ces technologies entre l'IA, entre comment numériser les documents. Voilà, en quelque sorte, nos préoccupations aujourd'hui. Thank you. That is a very common story, I think. Encouraging people to value and use archives is one of our shared challenges. So we just have about 5 minutes left. So again, I'm going to ask you a quick question for your, for your rapid response that will summarize this whole discussion for us here at the ICA Barcelona 2025 Congress, which is how can the archival professional associations work together with ICA and with each other to strengthen the global archival community? Great question. Maybe that we could also say, how could ICA work with professional association to strengthen the archive in the world? Forgive me, I think you're correct. Both ways.
Je dirais, l'ICA a déjà le Forum des associations professionnelles. Et je crois que c'est le principal canal sur lequel il faut travailler. D'ailleurs, on s'est rencontrés. Le Forum célébrera, je l'ai déjà nommé, son 50e anniversaire le 1er octobre 2026. Entre autres, on veut mettre en place une conférence, faire des groupes de travail également sur différents éléments qui vont s'ouvrir aux associations professionnelles. Par exemple, juste le simple fait que la section sur les associations professionnelles existe a fait qu'à Mexico, je suis entré dans une salle, il y avait un comité directeur qui était là, je ne savais pas que je n'étais pas invité, je me suis assis et j'ai pris un poste et finalement j'ai été élu parmi ce formidable groupe et voilà, j'en suis président, je ne savais pas que ça arriverait. Donc, simplement d'exister, de partager et de collaborer. Et cette simple entrée dans la salle de Mexico a fait que j'ai rencontré ensuite d'autres gens des associations professionnelles et que mon association professionnelle, l'Association des archivistes du Québec, a signé des ententes de partenariat avec l'Association des archivistes français, l'Association des archivistes en Suisse, l'Association des archivistes en Belgique. Et toutes ces associations-là se sont partagées des formations pour leurs membres. Et ça, simplement parce que des individus se sont rencontrés. Et pour conclure, n'oublions pas que les associations professionnelles, ce n'est personne, ce sont les gens qui l'animent, qui la font vivre, et que c'est lorsqu'on se rencontre, particulièrement en vrai, que les vrais liens se connectent, et c'est de réussir à maintenir ces liens-là qui sont importants, et donc ensuite de pouvoir les réaliser au sein de l'ICA pour pouvoir être un catalyseur de l'ensemble des actions, de l'ensemble des associations professionnelles. Sí, estic molt d'acord amb Cedric, molt fantàstic. Nosaltres també formem part del fòrum de FPA i realment creiem que ICA en aquest sentit ens hem d'utilitzar mútuament per enfortir aquesta capacitat de lobby que potser en alguns llocs no es pot aconseguir tant, no? I que potser amb un paraigües més gran ho aconseguirem, però també ha de ser alhora. Les associacions haurien de ser capaces de crear xarxes, i això agafo paraules del company arxiver Lluís Esteve Caselles, no? Xarxes de coneixement territorial, no? Que portin aquest coneixement que es fa a nivell internacional i que les associacions el que poden aconseguir és, com deia abans, no? Aquell arxiver que està treballant en un arxiu de 5.000 habitants o aquell arxiver que està treballant en un arxiu, no ens oblidem d'arxius privats, no? D'empresa o arxius eclesiàstics, no? Que estan allà també i que potser algunes de les actuacions queden molt fora del seu dia a dia perquè no poden, perquè no hi ha recursos, que és una cosa que no hem dit, ens falten recursos als arxius, però si tenim aquesta capacitat de col·laborar, de treballar en xarxa, potser podem acostar aquest coneixement, no? Des de les associacions, cosa que potser des de les institucions públiques no es pot fer, i nosaltres amb aquesta idea de treballar com a professionals, col·laborar conjuntament, no? Sense cap mena de barret institucional a sobre, això ens ha de permetre més llibertat i més capacitat de crear aquesta xarxa, no? Nosaltres creiem que i les associacions, aquest lligam ha de ser enfortir aquest coneixement, no? Aquest coneixement pel territori i que tothom conegui què es fa a nivell internacional, a nivell fins i tot més pioner, no? De totes les accions, tots els grups que puguin haver-hi, per a aquells que no poden estar en el dia a dia de què està passant al món, no? Les associacions han de ser aquestes tentacles, no? Que fan arribar aquesta informació allà on no arribaria si no fos per nosaltres, no? I lògicament ha de ser aquest paraigües. El fet que celebrem que finalment les associacions tinguem un fòrum ens empodera i crec que és molt bona decisió en aquest sentit perquè realment ens situa en la posició que creiem que mereixem, no? De tenir aquesta xarxa, aquesta capacitat de difondre el coneixement en tots els associats que no poden fer-ho. També nosaltres aquí a Catalunya estem fent un clúster d'arxius, i també gràcies a la col·laboració de les institucions, del govern, i aquesta idea de clúster, aquesta idea de treballar amb empreses, associacions i institucions públiques també, ho deixo aquí anar, i que també és una possibilitat que les associacions puguem anar pensant. Per tant, xarxa, comunicació i bidireccional. Thank you. And Estelle. Oui, alors je pense que les mots qui ressortent de cette collaboration, c'est vraiment la collaboration, le renforcement des associations, faire en sorte que les associations puissent travailler ensemble.
Je dirais que déjà l'ICA fait énormément de choses pour les associations, dans l'accompagnement, que ce soit pour les projets, que ce soit pour les formations, mais on va peut-être pousser le bouchon un peu plus loin. En ce qui nous concerne, on souhaiterait quand même qu'on renforce le rôle des associations en les rendant un peu plus autonomes. Aujourd'hui, je sais qu'il y a certains qui ont pu prendre part à ce congrès grâce à l'aide apportée par l'ICA. Alors pourquoi une association locale, régionale, ne prendrait pas par exemple en charge certains archivistes pour participer à aux meetings au niveau international? Mais nous n'arrivons pas à le faire parce qu'il nous manque cette autonomie-là. Et donc, si l'ICA peut réfléchir vraiment dans le sens où ils peuvent accompagner les associations à être un peu plus autonomes en misant sur des plaidoyers, comment faire des plaidoyers, comment arriver à convaincre les décideurs, comment une association doit être structurée, parce que nous avons ce souci au niveau de nos associations où les associations sont à l'image de leur président. Dès que le président, si c'est un président dynamique, dès que ce président dynamique part, mais l'association meurt avec le président. Et on a également d'autres qui ne veulent pas partir. Oui, donc, nous, vraiment, on souhaiterait que l'ICA essaye de partager ses expériences dans ce cadre-là par rapport à son leadership. Comment nous pouvons faire pour être un peu plus autonomes? That's so interesting. I'm taking notes for ICA about what more might be done to strengthen archives associations. So I hope that everyone found this as stimulating as I did, as a way of summarizing where archival associations are and what we're looking at for the future. There are so many interesting ideas that were raised by all of you, and so many experiences at the association level that have been shared across several countries of the world. We don't have the whole world represented here, but we've got a good representative group here. This is the end of our closing panel. I want to thank our panelists for sharing their insights with us and reinforcing our sense of the importance of gathering together in archival associations at the local level, at the national level, and of course, at the ICA level. They're tremendously valuable, and the profession itself has no voice worldwide without these associations. So please join me in thanking our wonderful panelists today. They were great. So with that, I'm going to invite our panelists to leave the stage, and we're going to take just a few minutes to transition from this panel discussion into the closing ceremony. While we're doing that, I'm going to take advantage of the fact that I have the podium to share my thanks with the ICA community, with the wonderful ICA Secretariat, with all of the ICA members, I think I probably said that already, with the staff of the CCIB, who have been wonderful, and particularly with our team of interpreters. They made this panel possible. They made many other of our exchanges throughout the week possible. And they've personally been very, very kind to me personally, and I really appreciate it. So thank you again to the whole team that makes this Congress possible.